La CIA a donc agi à Cuba, elle a agi aussi au Guatemala ou en Iran où elle a mis en place le chasse qui à terme sera un échec. La CIA a aussi, entre autres, renversé le président Allende au Chili pour mettre en place le dictateur Pinochet. Alors c'est vrai, la CIA était puissante, mais une fois encore, elle n'a été que le bras armé clandestin du gouvernement en place à Washington. Avec pendant des décennies un seul objectif, faire échec au communisme partout dans le monde. Aujourd'hui, l'ennemi a changé et la CIA n'a pas vu venir la tragédie du 11 septembre 2001 à New York. C'est notre deuxième exemple ce soir d'Antema, le deuxième exemple du fonctionnement et des dysfonctionnements de la CIA. Comment cela est-il possible? Comment la plus puissante organisation de services secrets au monde n'a-t-elle pas été capable de mieux cerner ses nouveaux ennemis? En fait, ce sont les dirigeants américains qui n'ont pas vu venir les choses. Clinton n'avait pas la CIA en grande estime, qui elle-même était devenue une bureaucratie très lourde. C'est sans doute pourquoi Clinton n'a pas cru à la menace Ben Laden, d'autant que la CIA avait perdu le contact sur le terrain, car depuis la fin de la guerre froide, elle faisait une confiance aveugle à sa technologie. Avec les satellites et l'espionnage des communications et des réseaux, elle croyait avoir trouvé la solution miracle. Après, avec le président Bush, issu du lobby pétrolier, il y a eu un autre problème. Il ne fallait à aucun prix toucher à l'Arabie Saoudite, ou plutôt à la famille régnante d'Arabie Saoudite. Alors, la CIA n'avait pas le droit de voir que c'est au sein même de cette Arabie Saoudite que le terrorisme avait été nourri. Derrière une famille régnante corrompue, la révolte populaire couvée, et les terroristes comme Ben Laden n'étaient pas réellement considérés comme des dangers par les dirigeants américains. Une fois encore, la CIA n'a fait que répercuter les erreurs d'analyse des dirigeants de Washington. From the AFRTS News Center in Washington, this is George Jones. 1, 2, 3. This is a man's world. This is a man's world. Un camp militaire américain en Afghanistan. De nombreux GIs ne savent situer ce pays sur une carte que depuis les attentats du 11 septembre. Et encore. L'opération, baptisée officiellement Liberté immuable, avait pour but de renverser le gouvernement taliban. Mais la radio des soldats, qui émet de Washington, leur rappelle chaque jour que la guerre est loin d'être terminée. AFRTS News, Air Force Sergeant Sean Lehman reporting from Washington. Pentagon officials say a joint U.S.-Afghan team is on the ground in central Afghanistan investigating an incident where some Afghan civilians may have been killed. Defense Secretary Donald Rumsfeld said history shows that in war, mistakes will happen. But the U.S. military, he said, is doing everything possible to reduce the loss of innocent life. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. He's lost in the wilderness. New York, les décombres du World Trade Center. Le 11 septembre est non seulement la date d'un tragique attentat, mais aussi la preuve sanglante de l'aveuglement de la CIA. Pour seules armes, les terroristes ont utilisé des cutters à moquette et les avions qu'ils ont détournés. Dans les années 90 et au début du XXIe siècle, notre pays était endormi. Après avoir remporté la guerre froide, les États-Unis se sont reposés sur leur laurier. Tout le monde n'a pensé qu'à s'enrichir à la bourse en se disant que la vie était belle et qu'elle le resterait. C'était un mélange d'ignorance et d'arrogance. De 1991 jusqu'à l'attentat de 2001, il y a eu 3 offres sérieuses émanant de gouvernements proposant de capturer Oussama Ben Laden ou de démanteler son réseau. Aucun des 100 000 agents des services secrets américains n'a été capable d'empêcher les attentats, pas plus que la CIA.
Dans l'affaire du 11 septembre, la compagnie, comme on la surnomme, obéit au même mot d'ordre que les autres services. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. La liste des principaux suspects dans la ligne de mire du FBI comporte de nombreux noms saoudiens. Parmi les cadres d'Al-Qaïda, le réseau très ramifié d'Oussama Ben Laden, la proportion de Saoudiens est en effet très élevée. Pour le vétéran de la CIA, Robert Baer, c'est l'un des plus sérieux échecs d'une longue série. Baer compte parmi les rares agents de la CIA à avoir travaillé directement sur le terrain pendant de nombreuses années. La CIA a perdu le contact avec le Moyen-Orient. Dans les années 90, elle s'est retirée de cette région du globe. La CIA se reposait sur les satellites pour collecter des informations, ce qui n'était pas suffisant. Un service professionnel, zélé et bien entraîné aurait pu empêcher le 11 septembre. Nous aurions pu arrêter ces gens pendant la phase de planification de l'attentat. En tant qu'agent de la CIA avec 21 années de service, je dis que nous aurions pu l'empêcher. L'Arabie Saoudite est sa capitale, Riyad. Cette ville de plusieurs millions d'habitants ne donne pas vraiment l'impression d'être un foyer du terrorisme. Il y a encore 50 ans, sa population s'élevait à 20 000 personnes. Les palais récents ont tous été construits à la fin des années 1980, à l'époque où les pétrodollars coulaient encore à flot. Le pays vit en vase clos. Le passage au XXIe siècle n'a eu aucune incidence sur les hommes qui déambulent dans les bazars. L'Arabie Saoudite est une monarchie islamique dont la constitution est fondée sur le Coran. Les Saoudiens sont des wahhabites, issus d'une branche de l'islam intégriste. Les femmes ne quittent presque jamais leur maison. Elles n'ont même pas le droit de voyager à l'intérieur du pays sans une autorisation écrite de leur mari. À la fin des années 90, des religieux influents prêchaient que la terre était plate. Ce pays de 18 millions d'habitants est une affaire de famille. La garde royale compte plusieurs milliers de membres. Ces hommes en habit noir se voient attribuer une pension considérable dès leur naissance. Il n'y a pas de liberté de la presse, pas de garantie des droits de l'homme, pas de parlement démocratiquement élu. Le vaste clan de la famille royale gouverne le pays avec la bénédiction des Américains. Ce n'est pas un décor de Hollywood, mais une fête donnée par la famille royale. Depuis plusieurs décennies, Riyad fournit du pétrole bon marché et entretient le complexe militaro-industriel des États-Unis grâce à ses achats colossaux. En échange, Washington soutient la monarchie et ferme complaisamment les yeux sur le pillage du pays par la famille royale. Les experts estiment qu'un bon tiers du budget de l'État garnit les poches des princes. Rançon d'un luxueux train de vie, les Saoudiens se retrouvent malgré l'or noir lourdement endettés. La conséquence est que le revenu moyen par habitant a diminué de moitié par rapport à la fin des années 70. Ils ont des dettes monumentales dont le montant dépasse le produit intérieur brut. Et le déficit s'est accentué au fil des années. Au début des années 90, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, des citoyens descendent dans la rue pour protester. Les forces de police sont impuissantes. L'événement est une initiative des chefs religieux wahhabites qui fustigent le gaspillage et la décadence occidentale, allusion directe à la famille royale et aux États-Unis d'Amérique. Ces fondamentalistes comptent dans leur rang Oussama Ben Laden et ses partisans. Mais à Riyad et Washington, les chefs de la CIA ne voient pas le feu qui couve. Les ordres étaient clairs.
Il ne fallait pas s'en mêler, ne rien faire qui mettrait la CIA dans le collimateur de la famille royale. Être diplomatiquement correct était plus important que de recueillir des informations. Si la CIA avait tenté d'infiltrer les mosquées d'Arabie Saoudite et qu'un de ses agents s'était fait prendre, cela aurait été catastrophique. Le président aurait tout mis sur le dos de la CIA et aurait peut-être limogé le directeur, en tout cas notre homme à Riyad. C'était trop risqué. Alors on n'a rien fait. Aucun renseignement n'a filtré de Riyad. Par une astuce de communicant, le roi Fahd parvient à redorer le blason de la famille royale à la gloire du prophète. Il s'autoproclame gardien officiel des villes saintes de la Mecque et de Médine et dépense des fortunes pour rénover ces lieux de pèlerinage. Tout musulman doit, une fois dans sa vie, effectuer le pèlerinage dans la ville sainte du prophète et faire le tour de la Kaaba, qui abrite la pierre noire. 1 milliard de musulmans sont concernés dans le monde. Auréolée de son nouveau titre de protectrice de l'islam, la famille royale soumet aux fondamentalistes une proposition séduisante qui aura des répercussions à l'échelle planétaire. Avec les Wahhabites, la famille royale a conclu un pacte faustien. Si les fondamentalistes la laissaient tranquille, elle s'engageait à financer encore plus activement la propagation de la version saoudienne de l'islam dans d'autres pays islamiques et dans le reste du monde. J'ai vite compris que les Saoudiens finançaient les mouvements intégristes d'Asie centrale. J'ai suggéré à Washington de s'y intéresser de plus près. Ces gens ont même reconnu avoir touché de l'argent des services secrets saoudiens. J'étais un étranger pour eux, mais je parlais arabe. Washington n'a rien voulu savoir. Sous prétexte que le fondamentalisme wahhabite n'était pas une menace, ils ont refusé d'envoyer quelqu'un sur place. Ils m'ont demandé de ne pas faire de rapport. Pourtant, le gouvernement saoudien finançait bel et bien les fondamentalistes, ceux que nous appelons aujourd'hui des terroristes. Les dirigeants saoudiens tentent d'acheter à coups de millions la paix à l'intérieur de leurs frontières, mais en vain. Durant la guerre du Golfe en 1991, les États-Unis postent des milliers de soldats dans le désert pour protéger les puits de pétrole du royaume contre Saddam Hussein. Tandis que le roi Fahd et le général Schwarzkopf passent les troupes en revue, Oussama Ben Laden appelle au renversement de la famille royale. Il prétend que la présence d'incroyants a profané les lieux saints. Cette fois, le roi réagit sans tarder. Il bannit Oussama Ben Laden qui s'installe dans le pays voisin, le Soudan. Khartoum, la capitale du Soudan. Dans le quartier d'Omdurman, des soufis dansent. Ces mystiques de l'islam se retrouvent ici 2 fois par semaine pour entrer en transe. Ils ne sont pas politisés. Le fondamentalisme islamique les laisse indifférents. Les tambours résonnent plusieurs heures d'affilée jusqu'au soir. Leur vie est rythmée par le Nil, l'artère nourricière du pays. Mais ce n'est pas pour les soufis dansants qu'Oussama Ben Laden a choisi de s'exiler au Soudan. Peu avant son arrivée, l'armée a pris le pouvoir et déclaré l'avènement d'une ère nouvelle. Le plus grand pays d'Afrique est officiellement devenu le premier État islamique du continent noir, avec le Coran pour loi suprême et animé d'une ferveur religieuse forte. Pour le millionnaire par héritage Ben Laden et ses partisans, les conditions idéales sont réunies pour prendre un nouveau départ et propager leur vision du fondamentalisme dans le monde entier. Ben Laden, sa mission et ses millions sont les bienvenus. Le Soudan est un pays d'une extrême pauvreté.
Lorsqu'Oussama Ben Laden est arrivé, nous savions seulement qu'il venait d'une famille très riche, qui possède l'une des plus importantes entreprises du bâtiment au Moyen-Orient. Elle était aussi très proche de la famille royale d'Arabie Saoudite. Naturellement, nous l'avons chaleureusement accueilli. Il s'était personnellement engagé à investir dans notre pays. En présence de personnalités politiques soudanaises, Oussama Ben Laden inaugure les chantiers de construction les uns après les autres. Le département d'État américain considère avec un scepticisme accru les activités de cet homme qui prétend œuvrer pour le développement du Soudan par pur altruisme. Washington voyait d'un œil inquiet qu'Oussama Ben Laden finançait des groupes terroristes du Moyen-Orient. Après m'être familiarisé avec mes fonctions de futur ambassadeur au Soudan, j'ai constaté qu'un nombre important d'anciens combattants arabes en Afghanistan avaient suivi Ben Laden au Soudan. Avec l'aide de ses partisans, l'entrepreneur Ben Laden construit entre autres cette route de 800 km reliant Khartoum à la mer Rouge. Ou encore l'aéroport desservant la ville de Port-Soudan, avant de se lancer dans des projets agricoles de grande envergure. Dans le quartier de Riyad, à Khartoum, les anciens combattants d'Afghanistan se retrouvent régulièrement à l'heure de la prière. Cette mosquée sert de lieu de rassemblement aux moudjahidines de toute nationalité. C'est un secret de polichinelle dans la capitale. Les musulmans soudanais côtoient la Jama'a Islamiyya égyptienne, le Hamas palestinien, les combattants iraniens et d'autres partisans du djihad, la guerre sainte. Ils répugnent à se laisser filmer, surtout par des journalistes occidentaux. En même temps, de vagues indices montraient qu'il s'entraînait au maniement des armes dans la ferme d'Oussama Ben Laden et dans d'autres endroits sûrs du Soudan. Il était évident que Ben Laden continuait de financer des groupes terroristes. Mais j'ai été sincèrement surpris du manque d'informations dont nous disposions à l'époque sur Ben Laden et ses activités. Pourtant, la CIA n'aurait eu aucun mal à en savoir plus. Situé à 1 heure de route de la capitale, un camp d'entraînement de moudjahidines, avec la panoplie habituelle des exercices militaires. Des barbelés à franchir en rampant, des cordes à grimper, des caisses de munitions ouvertes. En avril 1993, on peut lire dans un rapport interne des services secrets allemands, le Soudan possède une infrastructure islamique extrêmement développée. Des transports d'armes sont organisés en secret à partir de Khartoum. Des islamistes sont introduits clandestinement dans le pays à des fins d'entraînement. Le Soudan centralise la majorité des activités islamiques subversives. À cette époque, l'international Moudjahidine a déjà achevé son entraînement. Les combattants formés ici partiront pour l'Égypte, l'Algérie ou la Palestine. Toujours selon les services secrets allemands, le Soudan sert de lieu de repos et de formation. La guérilla au nom d'Allah, qui concerne au premier chef les pays islamiques, est essentiellement dirigée contre Israël. Une fois encore, comme auparavant en Arabie Saoudite, la CIA est dans le brouillard. Dans leur rapport, les agents en mission sur le terrain présentent les rumeurs les plus folles comme des faits avérés. Selon ces rapports, le gouvernement soudanais lui-même projetterait d'assassiner de hauts responsables américains et jusqu'aux conseillers à la sécurité nationale de la Maison-Blanche.
Au début de l'année 1993, certaines sources ont accusé les officiels soudanais de préméditer le meurtre de l'ambassadeur américain au Soudan et même d'éliminer Tony Lake, le conseiller du président pour la sécurité nationale. La centaine de rapports émanant du bureau de la CIA basé à l'ambassade américaine est un tissu de mensonges. Les agents achètent au prix fort de faux renseignements provenant d'informateurs douteux. Par la suite, nous avons eu confirmation que la plupart de ces rapports avaient été forgés de toutes pièces. Les affirmations de la source de 1993 ont été vérifiées dans le détail et officiellement invalidées. Une deuxième source, celle de 1995, a elle aussi été jugée insuffisamment fiable et fut abandonnée. C'était incroyable. Cela montrait simplement à quel point ces gens étaient mal informés. Mais Washington était manifestement prêt à ajouter foi à ces rapports, ce qui a sans doute incité des agents un peu laxistes à inventer certaines histoires sans se documenter de leur côté. Ils ont tout simplement repris des renseignements provenant d'autres services du monde arabe qui avaient des comptes à régler avec le gouvernement soudanais, et cette désinformation a fait le tour des services de renseignement. Se fiant à ces rapports erronés, les États-Unis rappellent leur ambassadeur à Khartoum, ce qui alarme le gouvernement soudanais. S'il est vrai que celui-ci poursuit une politique islamiste stricte, il ne souhaite pas pour autant se brouiller avec la superpuissance américaine. Khartoum envoie l'un des hommes les plus influents du pays aux États-Unis pour entamer des négociations secrètes. Le général Fatih Erva, ministre de la Défense, rencontre plusieurs représentants de la CIA en Virginie le 3 mars 1996. Fatih Erva est venu à Washington. Je lui ai réservé une chambre avec ma carte de crédit dans un hôtel d'Arlington, en Virginie. J'étais présent avec un collègue du département d'État lorsque Fatih a rencontré des responsables de la CIA. Nous avons formulé par écrit les exigences américaines. Fournissez-nous les noms, les dates d'arrivée et de départ, la destination et les informations figurant sur les passeports des Moudjahidines qu'Oussama Ben Laden a fait entrer au Soudan. Nous avons proposé de nous en charger. Par ailleurs, nous avons offert de parler avec les Saoudiens pour parvenir à un consensus concernant le séjour d'Oussama Ben Laden au Soudan et obtenir, si possible, une réconciliation. À l'époque, ni les Saoudiens ni les Américains n'avaient officiellement accusé Ben Laden de quelconques activités terroristes. Voilà ce que nous leur proposions. L'Arabie saoudite refuse les pourparlers. Lors de tractations ultérieures, les Américains insistent pour qu'Oussama Ben Laden et les vétérans de l'Afghanistan quittent le Soudan. De son côté, le gouvernement soudanais souhaite qu'ils restent, ce qui permettrait de contrôler plus facilement leurs activités. Mais les Soudanais finissent par s'incliner. Ils ont satisfait à toutes nos exigences. Le 20 mai, j'ai reçu un fax du ministère des Affaires étrangères soudanais dans lequel le ministre m'informait qu'un certain nombre d'éléments égyptiens dont nous avions parlé antérieurement avaient quitté le Soudan, au même titre qu'Oussama Ben Laden. Et ce n'est pas tout. Peu avant le départ d'Oussama Ben Laden, le Soudan propose de le livrer, lui et ses hommes, aux États-Unis. Le FBI a été consulté. Il a répondu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour inculper Ben Laden. On a donc décliné cette proposition.
Bien sûr, rétrospectivement, c'est on ne peut plus regrettable. Kaboul, 1996. En laissant Ben Laden s'exiler en Afghanistan, le gouvernement américain commet une erreur de taille. Ben Laden connaît bien ce pays. Il a combattu l'armée rouge pendant plusieurs années aux côtés des Moudjahidines durant l'occupation soviétique de l'Afghanistan. Le timing est parfait. On ne parle plus de l'Afghanistan. Le pays est englué dans une guerre civile sanglante. Ce spectacle de désolation, Kaboul le doit aux Moudjahidines, autrefois acclamés comme des héros. Depuis le retrait de l'armée russe en 1989, leur lutte pour le pouvoir a ravagé la ville. Les seigneurs de guerre ont appris l'arrivée imminente d'Oussama Ben Laden. Ils savent aussi que lui et son armée internationale se sont alliés à leurs adversaires. Le nouveau pouvoir en Afghanistan est détenu par les talibans, d'anciens étudiants du Coran formés dans le Pakistan voisin et financés par l'Arabie saoudite. Un soir de la fin de l'été 1996, les chefs de guerre séditieux se rencontrent une dernière fois pour discuter de la nouvelle conjoncture. Les troupes ennemies se trouvent à une trentaine de kilomètres de Kaboul. Mais une fois encore, les généraux sont incapables de se mettre d'accord. Et la rencontre prend une tournure de sainte scène. Quelques jours plus tard, les talibans s'emparent du pouvoir au nom d'Allah. Ce sont eux désormais qui déterminent la volonté d'Allah. Les femmes sont cloîtrées, on coupe la main des voleurs, on pend les collaborateurs. L'Arabie saoudite, qui durant des années a endoctriné et soutenu les talibans à coups de millions, peut s'estimer satisfaite. La monarchie reconnaît le régime des talibans. Mais c'était compté sans Oussama Ben Laden, qui dispose désormais d'un pays entier, à partir duquel mener sa propre croisade. Les talibans étaient de plus en plus dépendants d'Oussama Ben Laden. Celui-ci leur a procuré des soldats prêts à se battre pour la cause commune. Puis il a rallié des terroristes venus de toute la région. Son pouvoir a grandi de jour en jour. À la fin, c'est Al-Qaïda qui prenait les décisions importantes. Dans les années 90, la CIA n'avait pas un seul responsable en Afghanistan et quasiment aucune source humaine. En d'autres termes, nous étions aveugles en Afghanistan. Nous avions volontairement cessé toute activité là-bas. Nous ignorions totalement ce qui s'y passait. Les services secrets soudanais sont mieux informés. Depuis des années, ils surveillent les activités d'Al-Qaïda au Soudan. À plusieurs reprises, Khartoum propose aux États-Unis de partager ces informations, mais en vain. Les Soudanais ont fini par faire appel à un citoyen américain, Ijaz Manzour, ouvrant ainsi un autre round de négociations. J'ai consulté mon agenda. J'ai vu Ijaz Manzour à Khartoum le 24 octobre 1996. Mais son premier voyage dans cette ville datait de quelques mois plus tôt, début juillet. Ijaz Manzour a des motivations très concrètes. Fervent musulman, il veut améliorer les relations tendues entre l'Amérique et le monde islamique. Ce multimillionnaire est aussi l'ami du président Bill Clinton, dont il a financé la campagne électorale. Le jour de son entrevue avec l'ambassadeur Tim Carney, il rencontre également le chef des services secrets soudanais, Goudbi Al-Mahdi. Il m'a fait venir près de son bureau, a ouvert quelques dossiers et m'a dit « Voici les renseignements que nous avons sur Al-Qaïda ». Le Soudan avait les noms de toutes les personnes entrées au Soudan en même temps que Ben Laden, ou l'ayant rejoint durant les 5 dernières années. Aujourd'hui, au lendemain du 11 septembre, nous tuons encore des gens pour avoir accès à cette mine d'informations.
Ils avaient un dossier complet sur Ben Laden, ce qu'il avait fait pendant son séjour au Soudan, qui il avait rencontré, quel genre de réseau il avait mis sur pied, qui en faisait partie. Tous les membres de son réseau étaient fichés. Après le 11 septembre, nous avons même appris que 2 des 19 pirates de l'air étaient liés à des hommes de Ben Laden qui lui servaient de courrier en Europe. Grâce au contact de Mansour à la Maison-Blanche, le président Clinton est informé très tôt de la proposition soudanaise. Chaque fois que je voyais le président et qu'un élément d'importance s'était présenté, je lui en parlais aussitôt. Pour tout ce qui touchait le Pakistan, le Soudan ou le terrorisme, il me répondait invariablement la même chose. Que je devais voir ça avec Sandy Berger, le conseiller à la sécurité nationale, qui déciderait de la marche à suivre. Mais le conseiller à la sécurité de Clinton néglige l'offre soudanaise. J'ai appelé Sandy Berger. Je lui ai même envoyé un mémo pour lui dire « Voilà ce que j'ai vu, voilà ce qu'on peut se procurer ». C'est incroyable, ils n'ont rien compris. On verra ça après les élections. Je leur ai dit, les élections c'est bien joli, mais il en va de la sécurité des États-Unis, pas de celle de vos emplois à Washington. Khartoum, début 1997. Tandis qu'Al-Qaïda prépare depuis l'Afghanistan des attentats contre les États-Unis, le gouvernement soudanais attend toujours une réponse de Washington. Dans une lettre à Bill Clinton, le président Bachir réitère l'offre de son chef des services secrets. Ni Clinton, ni Sandy Berger ne daignent répondre. Le 5 avril 1997, Bachir adresse un courrier au président du comité des affaires étrangères du Congrès et invite le FBI et la CIA à Khartoum pour vérifier sur place les informations collectées par les services secrets soudanais. Nous offrons aux unités antiterroristes du FBI et à tout autre service que votre gouvernement jugera approprié de venir au Soudan et d'étudier conjointement avec nos services secrets les documents en notre possession afin de nous permettre de lutter contre les forces que nos deux gouvernements cherchent à neutraliser. Khartoum attendra en vain une réponse de Washington. Nous n'avons jamais reçu de réponse. Le président a adressé plusieurs courriers à Bill Clinton et au président du comité des affaires étrangères du Congrès. Toutes des lettres à sens unique. Aucune réponse sérieuse n'est parvenue. Les Américains étaient trop obnubilés par l'idée que le Soudan était lui-même un État terroriste qu'il fallait empêcher de nuire. 6 mois plus tard, le chef des services secrets du Soudan, Goodby al-Mahdi, fait de nouveau une tentative, cette fois directement auprès du FBI. Mon vœu le plus sincère est d'entamer une collaboration entre nos services et le FBI. À partir de 1995, le Soudan a tout tenté pour coopérer avec les États-Unis. Il a voulu livrer des informations au FBI et à la CIA. Nous n'avons jamais pris contact avec eux. C'était l'arrogance du pouvoir. Cela ne nous aurait rien coûté, ils nous auraient donné les documents. Pendant son séjour au Soudan, Ben Laden avait passé des appels téléphoniques, avait vu des gens fichés par les autorités soudanaises. Il y avait des carnets d'adresses. La CIA et le FBI ont tout bonnement fermé les canaux d'information qui ne leur plaisaient pas. 5 mois plus tard, David Williams, le responsable du FBI, se décide à répondre et décline l'offre du Soudan. Je ne suis malheureusement pas en mesure d'accepter votre aimable invitation. « 7 août 1998.
Des bombes détruisent presque simultanément les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Les gigantesques explosions font 263 morts et des milliers de blessés. Un tribunal new-yorkais désignera plus tard les auteurs de ces attentats. Il s'agit de membres d'Al-Qaïda faisant la navette entre l'Afghanistan et l'Afrique. Après le ratage de 1998, il faut se remémorer l'enchaînement des événements. Le 24 juin, David Williams repousse l'offre du Soudan. 6 semaines plus tard, les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie sont bombardées. Dans ce contexte difficile, le chef des services secrets soudanais réitère son offre auprès du FBI. Il appelle même pour dire que les principaux suspects dans les attentats ont été vus à Khartoum, qu'ils ont loué un appartement situé juste en face de l'ambassade américaine et qu'ils s'intéressent de très près à celle-ci. Ils nous ont demandé ce que nous voulions qu'ils fassent d'eux. On ne leur a jamais répondu. Le FBI n'est pas intéressé. Au Soudan, les hommes sont arrêtés puis exilés au Pakistan. Ils disparaissent en Afghanistan. Entre-temps, Washington a depuis longtemps adopté une ligne d'action face à ce pays islamique. Today, I ordered our armed forces to strike at terrorist-related facilities in Afghanistan and Sudan because of the imminent threat they presented to our national security. 2 weeks ago, 12 Americans and nearly 300 Kenyans and Tanzanians lost their lives. And another 5,000 were wounded when our embassies in Nairobi and Dar es Salaam were bombed. There is convincing information from our intelligence community that the bin Laden terrorist network was responsible for these bombings. Our forces also attacked a factory in Sudan associated with the bin Laden network. The factory was involved in the production of materials for chemical weapons. Les renseignements des services secrets américains sont faux. Les experts sont incapables d'établir le moindre lien avec Ben Laden. Les scientifiques ne trouvent aucun indice permettant d'affirmer que l'usine fabriquait des composants d'armes chimiques. Le bombardement de l'usine d'Al-Shifa témoigne d'un travail de renseignement bâclé. Tout le monde a su après coup que l'usine fabriquait de simples médicaments destinés à la population soudanaise. Toute l'opération reposait sur des informations erronées. Cela prouve une nouvelle fois à quel point les Américains étaient dupes. Leur façon d'aborder le problème n'a rien résolu. Nous l'avons vu le 11 septembre. C'est l'incident qui a couronné le tout. From the AFRTS News Center in Washington, this is George Jorns. Des soldats américains et britanniques en mission en Afghanistan à l'été 2002. Jusqu'à présent, ils n'ont arrêté que de rares chefs d'Al-Qaïda. Ils n'ont quasiment aucun contact avec l'ennemi. Seulement des encouragements du secrétaire à la Défense. Aucun signe d'Oussama Ben Laden. Aujourd'hui, malgré un imposant déploiement militaire, la situation est à peu près identique. Cette route mène à Kandahar, le fief des talibans. À la périphérie de la ville se trouve le quartier général du Mollah Omar. Le chef des talibans est originaire de la région. Il n'a jamais quitté l'Afghanistan. En tant qu'invité du régime, Ben Laden étoffe son réseau pour en faire une organisation clandestine opérant à l'échelle internationale, avec des cellules dans chaque pays pouvant compter sur le soutien de partisans locaux. Officiellement, la politique intérieure afghane était la prérogative du Mollah Omar.
Mais tout ce qui se passait à l'extérieur du pays était géré par Oussama Ben Laden. Personne n'avait le droit de poser des questions ou d'intervenir. Oussama décidait seul des informations à communiquer au Mollah Omar. Ces combattants venaient de plusieurs pays différents. Du monde arabe, de Londres, de France ou d'Amérique. Partout où il y avait des membres musulmans d'Al-Qaïda. Ils étaient entre 10 et 15 000. À Kandahar, on comprend qu'Oussama Ben Laden et les chefs d'Al-Qaïda sont en train de prendre le contrôle de la nation intégriste. Les Afghans commencent à se révolter contre les Arabes, comme ils les appellent dédaigneusement. Ce sont avant tout leurs activités hors des frontières de l'Afghanistan qui causent des soucis à certains responsables talibans. Après les attentats au Kenya et en Tanzanie, la crainte de nouvelles frappes américaines s'accroît. Le Mollah Raqsar s'alarme particulièrement du déclin des talibans. Sous le régime taliban, ce Pashtun est officiellement ministre adjoint de l'Intérieur. En réalité, il dirige les services secrets talibans. Après l'épisode des missiles de croisière américains, un désaccord survient entre lui et Oussama Ben Laden lors d'une réunion des talibans. J'ai dit qu'Oussama Ben Laden n'était pas afghan, que c'était un arabe d'Arabie Saoudite, que sa famille était la famille Ben Laden. Je lui ai dit qu'il devait quitter notre pays, parce qu'il nous causait de plus en plus de problèmes. Notre pays était menacé de destruction. Mais Raqsar est incapable d'imposer son point de vue. En avril 1999, il rencontre des délégués de la CIA à Peshawar. J'ai fait appel aux Américains afin de sauver mon pays. Je devais protéger notre peuple d'une guerre éventuelle et de son cortège de cruauté. Les Américains devaient nous aider concernant Oussama. Ils prendraient toutes les décisions futures. La balle était dans leur camp. Ils pouvaient accepter ou refuser notre offre. Mais la CIA décline l'offre du chef des services secrets de régler le problème d'Oussama Ben Laden. Les agents de la CIA commettent une nouvelle fois un grave impair en négligeant de s'assurer du sérieux de l'offre. Et cela au moment où ils ont plus que jamais besoin d'aide extérieure. Now, the CIA had figured out in the mid-1990s. Au milieu des années 90, la CIA avait réussi à mettre sur écoute le téléphone satellite de Ben Laden. Malheureusement, un imbécile, et c'est un euphémisme, a vendu la mèche en 1998. Les gens d'Al-Qaïda lisent les journaux. Cette source de renseignement est devenue inexploitable. Pour les agents qui se trouvaient sur le terrain, il était impératif de savoir ce qui se passait en Afghanistan. Pas dans l'intérêt de la CIA ou du gouvernement des États-Unis, mais parce que nos vies étaient en jeu. J'ai donc fait appel à des linguistes pour qu'ils rencontrent les réfugiés qui venaient du nord du pays. Le quartier général de la CIA m'a répondu qu'il n'y avait personne qui parlait le dari, le pachto ou l'ouzbek. J'ai laissé tomber. D'autres erreurs éclatent désormais au grand jour. Très tôt, des informations ont circulé. On savait que des Arabes prenaient des cours de pilotage en vue d'un attentat aux États-Unis. Ou encore, d'après certaines mises sur écoute de la NSA, qu'un attentat se préparait. Mais les erreurs les plus graves ont été commises des années plus tôt. Les agents de la CIA ont enfreint la règle d'or de leur profession, qui consiste à vérifier soigneusement tout renseignement, y compris en provenance d'une source ennemie. Le gouvernement américain se sera montré trop présomptueux. C'était trop peu
est trop tard. J'ai tiré à maintes reprises la sonnette d'alarme en disant que notre pays deviendrait la cible du terrorisme si nous ne changions pas de politique envers l'islam. Mais tout le monde a fait la sourde oreille.